President Trump says he's designating Antifa as a major terrorist organization. President Trump did sign an executive order designating Antifa a terrorist organization. President Trump says he will designate Antifa as a major terrorist organization. Terrorist organization. Terrorist organization. Suite à la mort de Charlie Kirk, Donald Trump a saisi l'occasion de désigner le mouvement Antifa comme organisation terroriste. Dès les premières minutes de sa mort, Donald Trump a directement visé l'extrême gauche comme responsable de son meurtre. Rapidement, Tyler Robinson est retrouvé et désigné comme principal suspect. Les théories s'accumulent sur les réseaux sociaux, les conservateurs et les Trumpistes le désignent comme un radical de gauche, alors que la gauche, elle, le qualifie de radical de droite. Aujourd'hui encore, il est difficile de déterminer clairement les motivations de son acte. L'extrême gauche a-t-elle voulu faire tomber la relève de Trump, ou la droite le juge-t-elle trop faible pour son ouverture au débat avec ses opposants? Il faudra attendre son procès pour démêler le vrai du faux. Enfin, peut-être. Mais ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas tant de savoir si Charlie Kirk a été tué par un radical de gauche ou de droite, mais de se rendre compte qu'un mouvement citoyen qui combat le fascisme a été déclaré organisation terroriste. Combattre un mouvement qui combat lui-même le fascisme, ça n'a rien d'anodin. Et il faut bien s'en rendre compte. C'est la première phase vers le musellement général de toute personne opposée aux idées de Trump, qui serait en désaccord avec ses actions et serait tenté de le faire savoir, quelle qu'en soit la méthode. C'est une décision sans précédent, une décision qui va marquer durablement la vie des Américains, tant attachés à leur démocratie, dont elle ne porte déjà plus que le nom. J'ai décidé de vous parler du mouvement Antifa et des conséquences que pourrait entraîner leur désignation en tant qu'organisation terroriste, car cette revendication a passé les frontières outre-Atlantique jusque chez nous en Belgique. Le président du Parti libéral wallon, Georges-Louis Boucher, souhaite lui aussi réduire au silence le mouvement antifasciste. À l'origine, un événement en hommage à Jean Gol, homme politique libéral de son temps, qui a dégénéré. En cause, des mesures d'austérité qui s'accumulent, des déclarations qui choquent, la polarisation constante de la société, sa marque de fabrique. Les gens en ont assez et ont décidé de le lui dire. Et parmi ces gens, des antifascistes qui observent depuis plusieurs années la radicalisation du parti par son président. Comme dans toute manifestation, il arrive qu'il y ait des débordements. Petit aparté, les organisateurs ont été prévenus à plusieurs reprises par la police, et bien avant l'événement, des risques de l'organiser à cet endroit. Site en travaux, forte circulation, encadrement difficile, l'Université de Liège, via sa rectrice, s'est exprimée sur le sujet. Et je vous invite à aller écouter son discours si vous souhaitez connaître les détails de l'affaire. Le lien est ici en haut et en description. Je me permets tout de même de saluer sa prise de parole et de reprendre ses mots. On ne tuera pas la liberté d'expression au nom de la liberté d'expression. Ce qui m'intéresse ici, c'est de vous parler des dangers autoritaires que représente le bannissement de tels mouvements et que les occasions de pouvoir faire taire la démocratie se multiplient. Nous devons en avoir conscience et c'est par cette vidéo que je vais vous raconter l'histoire du mouvement, mais aussi vous donner les clés pour vous permettre à tous de défendre notre démocratie. Le fascisme, c'est quoi? Avant même de s'intéresser au mouvement antifasciste, intéressons-nous à ce qu'est le fascisme. C'est quoi le fascisme concrètement? Le fascisme, c'est une manière de gouverner. Un seul chef qui a tous les pouvoirs et qui ne tolère aucune opposition. Il rejette la démocratie, interdit les autres partis et contrôle les médias pour imposer ses idées. Déjà là, je suis sûr que ça vous semble familier. Les libertés, comme celle d'exprimer ses idées ou de protester, sont supprimées. Le régime utilise la peur, la violence et la propagande pour faire obéir la population. Son chef, son leader, son Führer, simple traduction en allemand, glorifie le pays, souvent en disant qu'il est supérieur aux autres et rejette les étrangers ou les minorités. Entendez par là les gays, les handicapés, les marginaux, comme les sans-abri, les drogués et les alcooliques, les immigrés, les juifs, enfin tout ce qui ne rentre pas dans le moule du parfait petit fasciste. Les personnes qui ne leur correspondent pas et qui tenteraient de s'acoquiner pour éviter l'exclusion, la subiront de toute façon parce qu'elles n'ont aucune valeur à leurs yeux. Et l'exclusion se conclut toujours par l'emprisonnement, la torture ou la mort. Les gens sont poussés à admirer le chef comme le sauveur de la nation. En Italie, Mussolini a instauré le fascisme dans les années 20, suivi par Hitler en Allemagne avec le nazisme. Ces régimes ont mené à des guerres, des persécutions et des millions de morts. Le fascisme, c'est quand un gouvernement veut tout contrôler et ne laisse plus les gens penser ou choisir librement. C'est important de le reconnaître pour éviter qu'ils ne reviennent sous d'autres formes. Par exemple, sous Hitler, le régime nazi a interdit les partis politiques, brûlé des livres qui ne partageaient pas la pensée germanique unique et envoyé des opposants et des millions de juifs dans les camps de concentration. En Italie, Mussolini a utilisé la milice chemise noire pour intimider et corriger ceux qui critiquaient le pouvoir en place. La liste est longue, bien évidemment, mais voici là deux exemples de ce dont ils sont capables une fois au pouvoir.
Et c'est en réaction à ça que le mouvement antifasciste est né. Dans les années 20, un groupe de militants a décidé de s'opposer aux idées totalitaires et racistes du parti national fasciste de Benito Mussolini. Idées qui se sont répandues comme une traînée de poudre à travers le pays. Bah oui, évidemment, quand on ne se sent pas concerné et qu'on te désigne un bouc émissaire taillé sur mesure pour endosser tous tes problèmes, c'est plus facile. Mais comme a dit le pasteur allemand Martin Niemöller, quand les nazis sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Quand ils ont enfermé les sociodémocrates, je n'ai rien dit, je n'étais pas social-démocrate. Quand ils sont venus chercher des syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne pour protester. Et c'est là tout l'enjeu. Ne pas se laisser diviser au risque d'être tous condamnés. L'antifascisme, c'est quoi? Maintenant qu'on sait ce qu'est le fascisme, intéressons-nous à l'antifascisme. Qu'est-ce que c'est? L'antifascisme, c'est le refus de la dictature, de la haine et de l'oppression. C'est une manière de dire non à un pouvoir qui veut tout contrôler, qui interdit les libertés et qui persécute ceux qui sont différents. Être antifasciste, c'est défendre la démocratie, le droit de s'exprimer, de voter, de protester et de vivre librement. C'est protéger les minorités les plus faibles, ceux que le fascisme cherche à faire taire ou à exclure. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des résistants ont risqué leur vie pour combattre les régimes fascistes en Europe. Aujourd'hui encore, l'antifascisme continue de lutter contre les discours de haine, le racisme ou les tentatives de retour à un pouvoir autoritaire. C'est une vigilance active pour que le fascisme ne revienne jamais. Plus largement, c'est une manière de lutter activement contre l'extrême droite et ses idées puantes. Le mouvement antifasciste a cette force de ne pas être une structure organisée comme un syndicat ou une ASBL ou un rassemblement citoyen ordinaire qui possède une structure facilement identifiable. Le mouvement antifasciste n'est pas non plus un parti politique avec une doctrine précise. Il rassemble des personnes d'horizons différents qui agissent localement selon les risques encourus pour la société lorsque des personnalités influentes tentent d'insinuer leurs idées fascistes et nuire à la démocratie. C'est un mouvement plutôt de gauche, de par sa nature et son histoire, qui rassemble des communistes, des anarchistes, des socialistes et même des personnes modérées ou encore des citoyens qui ne s'identifient pas à un bord politique en particulier, mais qui partagent les idées antifascistes dont je viens de vous parler. Le mouvement antifasciste est souvent identifié pour ses moyens d'action violents et pourtant, ce n'est pas le moyen priorisé par ses membres. Cela dépend de la menace. Les moyens non violents sont majoritairement favorisés, mais il arrive qu'ils en viennent à ce qu'on appelle l'autodéfense physique. Petite info comme ça, juste pour la route, en Belgique, il existe plusieurs communes qui se sont inscrites dans une démarche de résistance au fascisme, en se nommant communes antifascistes. Du coup, je me pose la question, en France, il y en a aussi? Dissoudre Antifa, quelles conséquences? Maintenant qu'on sait ce qu'est le fascisme et ce qu'est l'antifascisme, qu'est-ce qu'on risque concrètement si le gouvernement décide de considérer le mouvement antifascisme comme une organisation terroriste? Eh bien, selon moi, le risque, c'est de voir notre liberté d'expression muselée. De ne plus avoir droit au chapitre parce qu'on n'a pas le bon profil. C'est risquer de voir petit à petit notre démocratie perdre ses fondements. C'est risquer de ne plus pouvoir s'affirmer en tant qu'individu, que l'on soit gay, handicapé, d'origine étrangère ou tout simplement différent. Le risque, c'est de sombrer dans une dictature et de s'en rendre compte trop tard, quand toutes les échappatoires auront été verrouillées. Une dictature n'annonce jamais son arrivée. Non, jamais personne n'a fait ça. Quand la dictature s'installe, elle ne prévient pas. Elle le fait de manière insidieuse. Elle utilise les fondements même de la démocratie pour la détruire de l'intérieur. L'une des premières mesures du fascisme est d'interdire l'antifascisme. Considérer le mouvement antifasciste comme une organisation terroriste, c'est ouvrir la boîte de Pandore. C'est donner l'occasion de faire entrer dans cette classification d'autres mouvements de gauche et d'extrême gauche plus facilement identifiables, pour les dissoudre et les faire taire. C'est permettre aux discours radicaux, aux discours ouvertement racistes et fascistes de prendre possession de l'espace public sans opposition. C'est défendre une pensée unique et rejeter tout le reste, jusqu'à faire disparaître un jour sa propre existence, quitte à commettre un génocide comme celui qui a été perpétré il y a 80 ans à l'encontre des Juifs. En gros, l'occasion de supprimer toute opposition au régime en place. Et aux États-Unis, c'est clairement ce qui est en train de se passer. C'est pourquoi, il y a un peu plus d'un siècle, le mouvement antifasciste est né, pour protéger nos démocraties, pour les défendre des idéologies autoritaires et racistes, pour combattre le fascisme sous toutes ses formes et par tous les moyens qui s'imposent. L'histoire nous rappelle qu'aucun pays ne s'est jamais libéré du fascisme par la voie des urnes. Ça s'est toujours soldé par des conflits et des guerres. Et nous devons absolument éviter cela pour éviter de revivre le passé. Connaître son histoire, c'est éviter de la revivre. Dissoudre Antifa, est-ce vraiment possible? Pour conclure, j'ai décidé d'inviter François Debras, politologue liégeois, pour nous dire avec son œil d'expert si, oui ou non, le gouvernement belge pourrait aujourd'hui dissoudre le mouvement antifasciste.
Quels outils pourraient être légalement utilisés et quelles conséquences cela pourrait avoir concrètement sur notre démocratie? Donc François, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les outils dont dispose le gouvernement aujourd'hui pour dissoudre le mouvement Antifa? Et s'il voulait vraiment le faire, est-ce qu'il peut le faire? Mais surtout, quelles seraient les conséquences pour notre démocratie? Peut-être tout d'abord, le mouvement Antifa, il n'a pas de personnalité juridique. C'est donc pas possible de le dissoudre, comme il n'est pas possible de dissoudre une idéologie ou on pourrait dire une pensée politique également. Mais plutôt, ce qui inquiète dans le cas présent, c'est surtout l'avant-projet de loi qui va être présenté par le ministre de l'Intérieur et qui prévoit que le gouvernement puisse interdire ou dissoudre certaines organisations qui vont être considérées soit comme radicales, soit comme terroristes, et cela sans passer par un contrôle judiciaire. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de passer par un juge. Alors, pour plusieurs organisations de défense des droits humains, ça constitue une atteinte grave à la liberté d'association et à la liberté d'expression. On peut aussi s'interroger en fait sur le risque d'élargissement ou de glissement d'un tel projet de loi, puisque déjà en 2024, des parlementaires du Vlaams Belang, donc un parti politique d'extrême droite en Belgique, visaient le mouvement Antifa, mais souhaitaient aussi plus largement étendre la liste des organisations terroristes à notamment, je pense, Black Lives Matter et Extinction Rebellion. Et donc, pour reprendre les propos de Pierre-Arnaud Perouty, qui est le directeur de la Ligue des droits humains, ce projet de loi qui est actuellement en négociation, c'est une menace qui pèse sur la liberté d'expression. Alors, le mouvement Antifa, mais aussi les villes belges qui se sont déclarées villes antifascistes, je pense entre autres à Liège, Bruxelles ou Charleroi, mais il y en a bien d'autres, tout cela, ça joue un rôle. Alors, ce rôle, il est peut-être parfois uniquement symbolique, mais ça joue tout de même un rôle dans la lutte contre la montée de l'extrême droite en Belgique, mais c'est un phénomène qu'on observe partout également en Europe. Et alors, quels sont les outils dont nous disposons aujourd'hui pour pouvoir résister à notre époque et selon l'actualité grandissante autour de nous? Alors, je pense qu'il y a différentes façons de faire de la politique. Il y a d'un côté la politique que l'on peut dire institutionnelle, façon traditionnelle, façon classique, c'est connaître l'histoire de son pays, de ses institutions, les partis politiques, les idéologies, et puis surtout voter tous les 4, 5 ou 6 ans. C'est important, mais finalement, ça reste une forme de participation assez classique, assez conventionnelle. À côté de ça, la politique, ça peut être aussi tout un ensemble de choix et de décisions que l'on va prendre au quotidien. Un exemple très simple, choisir d'aller à l'école ou sur son lieu de travail quand on se déplace, que ce soit en voiture, en transport en commun ou en vélo, c'est déjà en fait un acte politique. Manger local, manger bio ou boycotter certains produits parce qu'ils participent à la déforestation, par exemple en Amérique du Sud, parce que des entreprises participent à l'exploitation des enfants ou boycotter des produits parce qu'ils sont liés à des États qui ne respectent pas des droits humains. En fait, tout ça, c'est faire aussi de la politique au quotidien. Et ces gestes du quotidien, ce sont des façons d'exercer pour chacune et chacun sa citoyenneté. C'est une façon d'exercer ses droits fondamentaux, comme par exemple la liberté d'expression ou la liberté d'association. S'associer à une ONG, une ASBL, un mouvement de jeunes ou un mouvement local, c'est aussi donc une manière de se réapproprier son pouvoir politique et de sentir, bien sûr, qu'on a une prise sur le réel. Et ça nourrit peut-être une réflexion beaucoup plus large. Donc pour moi, agir, c'est pas seulement voter tous les X temps, c'est aussi exercer ses droits et faire des choix au quotidien qui peuvent avoir du sens. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que François Debras a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Popex. N'hésitez pas à aller voir, il y a des podcasts, des vidéos qui traitent notamment de l'extrême droite, mais aussi de la politique en général, de manière plus vulgarisée. Merci beaucoup. Comme nous l'avons vu, rien n'est encore joué, mais l'étau se resserre, et il nous appartient encore de décider de l'issue que nous lui réservons. Je remercie le Front antifasciste de Liège pour la documentation qu'il m'a partagée sur le sujet pour écrire la vidéo. Je vous mets tous les liens en description pour approfondir le sujet si vous le souhaitez. Parce que, évidemment, tout n'a pas été abordé ici, et il y a encore énormément à dire. On a parfois l'impression de revivre les années 30, mais est-ce vraiment le cas? J'ai reçu Benjamin Billard et Clément Ferrier pour en parler dans cette vidéo. Abonnez-vous si les vidéos de ce type vous plaisent, on aborde l'histoire de manière plus engagée, avec un angle plus critique et des conseils en fin de vidéo pour continuer à résister. Mettez un like et un commentaire pour me laisser votre avis, et surtout n'oubliez pas, l'histoire vous appartient.